Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Edasso Rodrigue Bayala, avocat et député à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Monsieur Bayala. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Bayala, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série A4 obtenu en 2001 à Réau, après des études primaires et secondaires qui se sont déroulées, en tout cas à Réau, dans le Sanguier. Mais de Réau à Gorom, parce qu'entre-temps, on vous retrouve à Gorom, notamment en 4e, avant un retour donc, dans cette ville. Expliquez-nous, parce que ce n'est pas assez classique, de Réau à Gorom, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, merci beaucoup, M. Ouedraogo. Et permettez-moi, en tout cas, en ce début d'émission, de souhaiter un bon mois de jeûne à tous les musulmans du Burkina et du monde entier. Et pour répondre à votre question, de Réau à Gorom, ça paraît vraiment très long. Mais c'est toujours le Burkina Faso. Et j'avoue qu'à un moment donné de la vie, je pense que le cursus scolaire suit un peu aussi le déplacement de la famille. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu effectivement de Réau me retrouver à Gorom. Mais j'avoue que c'était une très belle expérience pour moi. Et c'était la première fois que j'ai quitté papa et maman pour vraiment, véritablement, apprendre la vie de mon côté. Quand vous dites que c'est pour des raisons de famille, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un de vos parents qui a été affecté à Réau? Tout à fait. J'avais un grand frère qui était affecté qui était de la police. Donc je me suis retrouvé avec lui à Gorom. À Gorom, vous n'étiez pas perdu, hein? Vous quittez le Sanguier pour vous retrouver carrément dans le Sahel? Oui, c'est un peu ça, parce que quand vous arrivez pour une première fois, tout est quand même pas là où, comme d'où là vous venez. C'est un peu nouveau, les habitudes, la langue et tout, ce qu'il faut. En tout cas, ça paraît tout nouveau et il faut vous adapter, c'est tout. En tout cas, vous revenez très vite à Réau. Ouais. Vous obtenez donc le bac, je le disais, en 2001. Et on vous retrouve à l'université de Ouagadougou, à la faculté de droit. Alors là, expliquez-nous aussi, est-ce que c'était votre choix ou bien par quel mécanisme vous vous êtes retrouvé en droit? Oui, j'ai vu que après mon admission au bac, le droit n'était pas parmi, en tout cas, mes choix. Voilà, mon choix, et comme je l'ai toujours dit, en tant que jeune de son temps, je rêvais de devenir un homme de tenue. Hein. Et je pense que c'est un gendarme. Pourquoi pas? C'était mon souhait. Je pense que j'avais même préparé mon dossier après l'admission au bac pour y participer. Donc je suis le conseil de mes aînés, des uns et des autres. Vous avez un grand frère policier, vous avez dit, c'est peut-être lui qui vous inspirait. Bon, vous savez qu'en tant que jeune, la tenue, ça inspire beaucoup. Hein, ça inspire, c'est la bravoure, et c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme concret, vous savez, avec toutes ses idées, et la fougue et tout ça, très jeune, ça épate. Voilà, et c'est tout ça qui a fait qu'on avait pensé, et puis aussi servir son pays, c'était important. Donc, et finalement, on vous a déconseillé? Je crois que finalement, on m'a déconseillé, mais je n'étais pas du tout content, ça, il faut l'avouer. Je n'étais pas du tout content lorsqu'on m'a demandé de partir à l'université, surtout d'aller faire le droit. Bon, ce n'était pas pur hasard, je n'avais pas fait ce choix. Ouais, mais qui a choisi pour vous alors le droit? J'avoue, comme je dis, il y a d'abord le conseil des aînés qui était déjà nous, on les a approchés pour prendre conseil, nouvellement admis au bac, pour avoir les orientations, les facultés au regard du bac qu'on avait fait, c'est-à-dire le bac A4, et il y avait des choix qui s'imposaient. Donc c'est au regard de ces conseils que nous avons finalement choisi la faculté de droit des sciences politiques. Mais vous rêviez de quoi? Quand vous mettez les pieds, disons, pour la première fois en faculté de droit, vous nourrissiez quel rêve? J'avoue, quand je partais à la faculté de droit après avoir échoué, d'aller porter la tenue, je rêvais d'être un procureur, c'est tout. Pour rester un peu dans la même logique, c'était mon rêve. En tout cas, la suite ne vous donnera pas raison, on va y revenir. Mais revenons déjà aux conditions d'études. Nous sommes en 2001, au lendemain de
l'invalidation de l'année 99-2000. Est-ce qu'à votre arrivée, vous avez senti une dégradation des conditions de vie à l'université? Parce que les plus anciens disent que c'est à partir de là que véritablement les choses ont commencé à se détériorer en termes de conditions de vie sur le campus. C'est vrai que quand nous sommes arrivés au campus en 2001, précisément en octobre 2001, les conditions étaient déjà difficiles. On sentait déjà les signes, en tout cas, de l'épuisement. Les salles, les amphithéâtres débordaient déjà du monde. Le restaurant était déjà débordé. Il fallait se battre pour avoir une place assise dans un amphithéâtre. Pour avoir le maillot voilà, au restaurant universitaire. Très bien, comme nous avons eu ensemble arrivé à l'université dans les mêmes périodes, c'est à ce moment qu'on avait créé déjà le maillot jaune qui signifiait qu'il fallait être en tête, il fallait être le premier au restaurant pour avoir la chance d'être servi. Et les ruptures étaient déjà courantes parce que le nombre de bacheliers qui arrivaient déjà sur le campus commençait à s'élever d'année en année. Donc on sentait déjà les signes que les conditions étaient déjà un peu difficiles. Et en notre temps, on a ajouté au maillot jaune que quand le temps devient dur, c'est les plus durs avancent. Donc ça veut dire que c'était déjà difficile. Pour les étudiants, les conditions d'études étaient déjà très difficiles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je rencontre, j'ai mes neveux ou des petits frères, quand je les rencontre, souvent, je leur demande, mais à l'université, c'est toujours dur comme ça, et ils rigolent, en fait. Je sais très bien que c'est très dur, puisque j'y vais très souvent à l'université, je vois dans quelles conditions ils sont. C'est pas du tout facile. Cela ne vous a pas découragé un temps soit peu, ces conditions-là, quand vous êtes arrivé? Je crois que, bien au contraire, ça nous a stimulé beaucoup parce qu'on se disait chaque jour, il fallait non seulement aller vite, c'est-à-dire il ne fallait pas reprendre une classe dans ces conditions très difficiles, il fallait bosser pour s'en débarrasser le plus rapidement possible. En tout cas, vous poursuivez donc voilà votre cursus à l'université sans encombre en 2005. Vous obtenez la maîtrise, option droit des affaires. La même année, vous réussissez aussi au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. Alors, que s'est-il passé? Comment le procureur en herbe est devenu avocat? Je vous explique simplement. Lorsque nous avons fini en 2005, je crois que nous avons eu nos attestations de maîtrise, c'était en juillet. Je crois qu'en juillet, vous savez très bien que tous les concours, du moins, c'était déjà bouclé. Donc, nous avons eu la chance que le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat était, comme on le dit, lancé pour le mois d'octobre. Donc je peux dire que c'était l'un des rares examens au concours qui restait pour l'année 2005 auquel nous avons postulé. Donc avec notre toute nouvelle maîtrise, il fallait nécessairement attendre les concours de la session 2006 pour pouvoir postuler. Mais Dieu merci, en postulant en 2005, nous avons été admis. Et voilà comment on s'est limité uniquement au CAPA. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était un choix par défaut? Je ne dirais pas Parce que si on comprend, vous auriez aimé peut-être aller à l'ENAM pour faire la magistrature. J'avoue qu'avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il y avait une différence entre être procureur, être avocat. J'ai compris la différence et je pense que le choix d'être avocat avait commencé beaucoup plus aussi vraiment à me tenter parce que vous voyez l'éloquence de l'avocat à travers les films qu'on regardait tout jeune et quelquefois quand nous étions étudiants, lorsque les étudiants sont pris lors des manifestations, nous allions assister au procès de ces étudiants défendus par des avocats. Je crois qu'à un moment donné, ça avait commencé quand même aussi à me passer par la tête de devenir avocat et pourquoi pas venir un jour défendre mes jeunes frères qui sont arrêtés dans le cadre de manifestations ou toute autre chose. Vous vouliez défendre des causes perdues, les plus faibles, disons. Oui, pas les plus faibles, mais vous savez, forcément, l'avocat, quand il intervient, ce n'est pas forcément sur le fond, il y a surtout la forme. Et nous l'avons fait en 2008, lorsque lors des manifestations de 2008, un certain nombre d'étudiants et d'élèves avaient été aussi arrêtés. Et lors des manifestations à l'université, nous avons porté aussi nos bons offices d'avocats. Et ce que nous avions souhaité, c'est réalisé. Et ils ont pu retrouver la liberté. Pour ceux d'entre eux qui n'avaient pas commis en tout cas d'infraction, mais il se trouvait que
tous n'avaient pas commis d'infraction, ils ont été tous libérés. Voilà. Alors, Maître Bayala, avocat titulaire inscrit au barreau depuis 2009, qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce métier d'avocat? Ce qui me passionne dans la profession d'avocat, c'est la liberté et l'indépendance. J'avoue que quand vous êtes avocat, quand vous avez reçu une très bonne formation pour être un avocat, la première des choses que vous ressentez en vous, c'est la liberté et l'indépendance. Ensuite vient la satisfaction morale de savoir que vous avez pu, à un moment donné, aider une personne qui était dans les difficultés. Voilà ce qui me plaît dans la profession d'avocat. Il semble que c'est l'autre satisfaction également, c'est que vous voyez de quoi je veux parler, que les avocats ont la plupart du temps la ceinture dorée. Est-ce que ça se confirme pour le cas de Maître Edasso Bayala? Bon, je dirais avec Voltaire que le travail chasse de l'homme le besoin, l'envie et le vice. Donc, naturellement, en tant que travail, il procure à celui qui l'exerce, en tout cas, de quoi vivre. Il y a en tout cas beaucoup de clichés aussi autour de cette profession. Certains estiment aujourd'hui que l'avocat, ce n'est pas pour les plus pauvres. C'est réservé à ceux qui ont les moyens. Quelle est la réponse que vous apportez à ce cliché? Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les cabinets d'avocats sont obligés de fonctionner comme une entreprise, sinon elles vont fermer. Si vous avez un cabinet d'avocats aujourd'hui, vous avez des charges incompressibles, vous avez du personnel à gérer, vous avez les loyers à gérer, vous avez les charges d'électricité et d'eau à gérer. Donc vous devez fonctionner comme une entreprise de sorte à faire. Vous n'êtes pas créé pour un profit, mais de sorte à ce que vos charges soient inférieures à votre revenu. Si vos charges explosent qui dépassent votre revenu, vous allez fermer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense que l'avocat, c'est pour les riches. Non, l'avocat aussi est obligé de fonctionner sur les règles d'une entreprise pour pouvoir survivre. Mais même le plus pauvre qui n'a pas les moyens a besoin de l'avocat. Aujourd'hui, le plus pauvre du Burkina... Quand il se retrouve bien sûr devant les tribunaux. Aujourd'hui, au Burkina, même le plus pauvre, le plus indigent du Burkina a droit à un avocat. Nous avons effectivement, avec l'aide de l'État, les tests ont été retravaillés. Aujourd'hui, vous avez deux sortes d'assistants judiciaires. Vous avez l'assistant judiciaire hors la cour d'assises, la chambre criminelle. Si vous, dans toutes les procédures, vous manifestez le besoin d'avoir un avocat, que vous êtes dans l'indigence, vous saisissez la commission d'assistance judiciaire qui peut vous commettre un avocat. Et nous avons accepté, nous, avocats, effectivement, d'accompagner cette commission en acceptant des honoraires qui sont fixés dans le cadre de cette commission d'assistance. Le barreau a accepté qu'effectivement les avocats puissent accompagner cette assistance judiciaire. Donc ce n'est plus comme si vous partiez voir un avocat, il vous fixe ses honoraires, soit vous prenez ou soit vous laissez. Si vous bénéficiez de l'assistance judiciaire, on va vous désigner un avocat qui est obligé d'accepter les conditions qui sont déjà prédéfinies et pris entièrement en charge par l'État burkinabé pour vous assister. Si vous allez également devant la chambre criminelle, ça veut dire ceux qui sont poursuivis pour crime. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un avocat, l'État est obligé de vous commettre un avocat. Et vous savez les conditions dans lesquelles les avocats aussi interviennent. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour chercher des honoraires, mais pour assister. Donc ce sont des honoraires forfaitaires, vraiment très dérisoires, qui sont donnés aux avocats pour vraiment prendre en charge les frais et pour qu'ils puissent assister ces personnes. Est-ce qu'en ce moment aussi, ce n'est pas une assistance au rabais? Est-ce que ce n'est pas un forfait d'assistance également que l'avocat sert à ce client entre griffes qui n'a pas quelque chose, ou en tout cas l'avocat sait qu'à la fin, il n'y a pas grand-chose à espérer? Vous savez que dans le cadre des assises, il y a beaucoup d'avocats qui arrivent à faire acquitter leurs clients dans le cadre de ces assises, de ces comités d'office. Et je vous ai dit que la première satisfaction de l'avocat, c'est une satisfaction morale. Le fait de se sentir bien dans sa peau parce qu'on a bien fait son travail. Ce sont des règles déontologiques. Donc ce n'est pas parce que vous êtes commis d'office que vous allez, entre griffes, négliger la charge qui vous a été confiée. Vous devez toujours défendre avec efficacité et bien entendu en mettant tous les moyens en œuvre pour que le résultat soit atteint. Alors Maître Bayala, on vous a vu également quand même sur certains dossiers assez emblématiques. Plus récemment, on va parler peut-être de la Camer. On vous a vu dans cette affaire, l'affaire Charbon-Fin, où vous êtes partie civile. Sur cette dernière affaire, justement, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est exactement? Oui, beaucoup de dossiers. Vous avez oublié en citant aussi le dossier du caporal Samla. C'est la tuerie qu'il y a eu
à Wemtenga. Wemtenga, oui. Donc ce sont des dossiers effectivement emblématiques. Donc pour revenir sur ce dossier charbon, dit charbon fin, je pense que, comme on le dit dans notre langage, il suit son cours. Il suit son cours normal et je crois que les citoyens aussi ont droit à l'information. C'est l'occasion de rassurer tous ceux qui suivent ce dossier et qui ont envie de savoir la vérité, parce que dans notre jargon, on dit la vérité précède la justice, et de les rassurer que le dossier suit son traitement et que nous sommes actuellement à la phase d'expertise, et qu'à l'issue de l'expertise, lorsque toutes les parties auront examiné les conclusions de l'expertise, le président du tribunal certainement va procéder à une programmation. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus, disons, de fumée que de flammes dans cette affaire? Pour le moment, c'est encore très tôt de le dire, parce que ce qui est poursuivi dedans, à savoir fraude en matière d'or, si vous savez que tant que vous n'avez pas encore... Nous avons déjà des résultats en enquête préliminaire qui ont été contestés par la Ayamgolo et Sakan, qui a demandé effectivement une expertise judiciaire. Donc les résultats que nous avons déjà, ce sont des résultats qui ont permis d'exercer des poursuites. Vous savez très bien, quand on exerce des poursuites, ça veut dire qu'il y a quand même des indices qui prouvent qu'il y a une infraction. C'est possible qu'une infraction ait été commise. Mais en même temps, la loi nous dit de rester très prudent, parce que la personne qui est poursuivie aussi bénéficie de la présomption d'innocence. Tant qu'elle n'a pas encore été jugée et par le tribunal et une décision prononcée, nous ne pouvons pas tout de go dire que c'est le coupable que nous avons. Nous avons un prévenu. C'est le terme que nous utilisons. Et dans le processus, c'est au tribunal de décider s'il est coupable ou s'il n'est pas. Mais dans ce type d'affaires assez emblématiques, justement, très souvent, c'est ça le problème. Parce que l'opinion juge et condamne déjà. On a vu déjà circuler un certain nombre de jugements, disons, de l'opinion sur les réseaux sociaux, qui estimaient que certains membres du gouvernement devaient déjà démissionner, rendre le tablier dans cette affaire. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas quand même un problème pour ce type de problème, ce type d'affaires-là? Non, moi je ne trouve pas ça moi je ne prends pas ça comme un problème. Parce qu'on a l'impression d'avoir des présumés coupables. Vous savez, dans un pays, l'opinion publique, quand elle est suffisamment sensibilisée, joue le rôle de gardien de la République. Quand vous avez une opinion publique avisée qui s'intéresse à la gestion des affaires publiques, au-delà de tout ce que chacun peut dire, moi je trouve que c'est une très bonne chose, parce que le citoyen ou le peuple suffisamment éduqué qui devient citoyen doit avoir quand même droit de regard sur les affaires publiques. Et là où le dossier dans lequel nous nous situons, il s'agit des ressources publiques. Il s'agit de ressources publiques qui doivent être exploitées, et notre constitution dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple burkinabé. Donc ils doivent être utilisés pour améliorer leurs conditions de vie. Donc vous imaginez que c'est tout à fait logique que le citoyen lambda qui nous sommes ait vraiment une attention particulière sur ce dossier, parce que ça peut améliorer son quotidien. Mais de là à se rater sur les jugements et à condamner déjà, je pense que c'est peut-être la passion qui a pris le dessus. Sinon, le droit de regard, c'est tout à fait logique. Si le juge estime nécessaire que telle ou telle autre personne doit intervenir dans le dossier et qu'au regard de ses responsabilités, il peut influer sur la suite du dossier, il lui appartient effectivement de prendre les mesures nécessaires. Ce qu'on a essayé peut-être de faire, c'est de mélanger du politique à du judiciaire. Donc si la personne effectivement ne se sentait pas aussi à l'aise dans le cadre de ce dossier, aurait pu prendre la décision qui s'imposait, savoir démissionner pour se mettre à la disposition de la justice. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas encore poursuivi, on ne vous a pas notifié un acte de poursuite personnelle dans le dossier, je pense que vous n'êtes pas encore dans la situation où vous êtes dans un conflit d'intérêts manifeste. Maître, parallèlement, vous poursuivez vos études, vous obtenez en 2010 votre diplôme d'études supérieures spécialisées. Vous êtes connu également pour votre engagement sur le plan social, notamment donc, dans le milieu associatif, mais aussi dans le milieu syndical. En 2008, vous participez d'ailleurs à la création du syndicat des avocats du Faso, dont vous avez été le secrétaire général jusqu'à juillet 2020. Est-ce que, parce que certains se sont interrogés à la création de ce syndicat-là, pourquoi un syndicat quand l'ordre des avocats est déjà là et est censé jouer le rôle de défenseur de la cause des gens de la profession? C'est ça. C'est vrai, la question peut être légitime.
Lorsque nous avions pensé qu'il était nécessaire de mettre en place, de créer ce syndicat avec nos aînés, il faut reconnaître qu'au moment où on créait ce syndicat, nous étions toujours stagiaires. Donc avec nos aînés, nous avons fait un diagnostic, on a fait un état des lieux. Et il y avait même en plus du barreau, il y a l'association des jeunes avocats qui existait déjà. Donc là, en tant qu'association, elle avait des limites, il y a un certain nombre de limites qui sont juridiques. Par exemple, l'association ne peut pas lutter pour les intérêts professionnels. L'association ne peut pas rester en justice, par exemple, pour défendre les intérêts professionnels. C'était des limites juridiques. Du côté du barreau, vous savez que le barreau est une institution, en tant qu'institution républicaine, elle a aussi ses limites notables. Donc ne demandez pas au barreau de descendre. Vous pensez que le barreau n'est pas suffisamment indépendant? Au moment où nous créons, ce n'est même pas une question d'indépendance. Les avocats sont indépendants. Donc s'ils constituent un barreau, l'ordre des avocats est forcément indépendant. Nous disons que c'est dans la stratégie de la défense des intérêts matériels et moraux des jeunes avocats qui est une constitution qui était le facteur déterminant pour la création du SINAF, du syndicat des avocats. La suite nous a donné raison. Si vous avez vu les luttes que le syndicat a menées, parce qu'on nous posait de l'autre question, mais l'avocat, il ne travaille pas, il n'est pas salarié. Mais vous créez un syndicat, c'est pour revendiquer quoi? De la part de qui? De la part de qui? Très bonne question. Non, nous avions dit qu'un syndicat, ce n'est pas seulement pour revendiquer. Vous savez très bien que nous avons eu beaucoup d'entraves au libre exercice de la profession d'avocat. Si vous prenez par exemple la question de l'assistance dès l'enquête préliminaire, donc dès que vous êtes interpellé à la police judiciaire, ça a été une longue bataille pour que nous puissions effectivement obtenir la possibilité d'assister nos clients dès qu'ils sont interpellés. Vous savez, il y a beaucoup de questions et d'entraves qui se posaient aux jeunes avocats à son temps. Il fallait trouver des solutions. Et les solutions passaient par la lutte. Vous savez par exemple que les avocats, les jeunes avocats, lorsque nous arrivons, avaient 60 000 francs pour les assises. 60 000 francs. Lorsque vous êtes commis à Waïguya ou bien vous êtes commis à Bobo, ça ne peut même pas prendre en charge votre chambre d'hôtel. Donc toutes ces conditions, il fallait les améliorer, bien entendu, avec l'appui du barreau. Le syndicat n'est pas en antagonisme avec le barreau. Aujourd'hui, vous trouverez le barreau, l'Union des jeunes avocats, le SINAF, en synergie, sur un certain nombre d'actions et sur un certain nombre de problèmes qui minent notre profession. Et nous en avons beaucoup, d'ailleurs. Justement, on a vu, parce que récemment, on a vu, quand vous étiez secrétaire général, ce bras de fer avec les magistrats, si on peut le dire ainsi, parce que à l'époque, on avait dit de ne même plus associer les avocats aux activités. On a vu récemment aussi la grève des gardes de sécurité pénitentiaire, les procès n'avaient plus lieu, on a vu le syndicat qui est sorti, parce que finalement, on a l'impression que le syndicat défend beaucoup de choses, mais n'est pas dans la revendication de meilleures conditions forcément de vie opposables à un employeur, comme on le voit par exemple pour les syndicats de façon ordinaire. C'est ça, et c'est ce qui n'avait pas été compris au moment où nous créons le syndicat. Beaucoup de personnes pensaient que nous avons créé le syndicat pour revendiquer. Nous avons dit non, nous avons créé le syndicat pour améliorer nos conditions d'exercice. Et notre slogan, c'est défendre, c'est défendre et toujours servir. Vous avez vu, entre autres, depuis la création du syndicat, chaque fois qu'il y a un risque de violation de droits de l'homme, le syndicat est en avant-poste. Depuis l'affaire Justin Zongo, comme je vous l'ai dit, que le syndicat a pris sur lui-même la responsabilité d'assurer la gestion et la défense jusqu'à ce que nous ayons la décision que nous avons eue. Si vous avez le drame pris, qui s'est passé à Koudougou, si vous avez pris, et même après la suite de la mort de Justin Zongo, il y a eu bien d'autres dossiers. Il y a eu Bouddha à Kindi, il y a eu plus de 7 morts. La suite des manifestations liées au décès de Justin Zongo, tout ça, ça a été pris en charge par le syndicat. Quand il y a eu les tueries de Boulporé, quand il y a eu l'affaire Kaoun à Bobo, le syndicat est toujours sorti. Et tout récemment, quand il y a eu la question de suspension des jugements des personnes qui étaient détenues pendant 1 an sans jugement, sans qu'ils n'aient été amenés devant un juge pour être entendus, les syndicats également étaient en avant-poste.
et a dénoncé effectivement cette situation qui était une violation manifeste et massive des droits de l'homme. Et a mené l'ensemble des avocats avec le barreau à organiser une marche sur la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou pour interpeller les autorités effectivement sur cette situation qui était en train de se passer dans notre pays. En juillet 2020, vous démissionnez du poste de secrétaire général du syndicat pour vous engager dans l'arène politique, c'est tout récent. Alors là, c'est quand même une décision majeure dans votre jeune carrière. Maître, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé donc, à prendre une telle décision, à vous jeter comme ça dans l'arène politique? En tout cas, c'est la question que tout le monde me pose. Je réponds tout simplement qu'une lutte peut avoir plusieurs compartiments. Vous pouvez lutter pour améliorer les conditions de vie dans la société en étant dans une association. Vous pouvez le faire en étant dans un syndicat. Seulement la différence entre le syndicat et le parti politique, c'est que ni les syndicats ni l'association ne visent la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. C'est là la différence entre engagement associatif syndical et engagement politique. Donc ce n'est qu'un pas qu'on franchit lorsqu'on décide finalement de quitter l'associatif ou le syndical pour aller vers le politique. On a juste franchi un pas, mais la direction de la lutte reste la même, à savoir améliorer les conditions de vie en société. Et lorsque vous franchissez le pas, à savoir quitter de l'associatif, du syndical ou du syndical pour aller au politique, ça veut dire que vous avez décidé d'aller là où se prennent les décisions pour mieux les influencer et ne plus être dans cette posture revendicative. Vous avez connu dans l'associatif, je l'ai dit, à côté du syndical, vous étiez donc, vous êtes membre de plusieurs associations, notamment dans le Sanguier, qui interviennent dans les domaines de l'humanitaire, de soutien aux plus pauvres. Est-ce que tout cela, selon vous, c'était la première étape vers l'arène politique? J'ai toujours répondu à cette question en deux volets. D'abord, les associations du Sanguier dans le domaine social et tout ce que vous voulez. C'est avec l'association phare qui est l'initiative d'aide au développement local idéal, qui a été créée en octobre 2017. Donc je vous dirai tantôt que depuis l'université, sinon depuis le lycée, pour ceux qui nous connaissent, nous n'avons pas une âme très humide. Donc nous avions été de ceux qui militent toujours dans les associations. Vous avez l'actuelle association des étudiants pour le développement économique et social du Sanguier, AIDS, que nous avons créée en 2003. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes arrivés en 2001. En 2003, déjà, on a créé l'association des étudiants pour le développement du Sanguier, AIDS, qui est l'une des associations aussi dynamiques sur le terrain à l'heure actuelle où je vous parle, grâce à l'œuvre de nos petits frères qui l'ont récupérée. Lorsque nous étions en cité universitaire, nous avons aussi créé une association là-bas. Lorsque nous sommes arrivés au barreau en 2008, c'est comme je venais de vous le dire, nous avions ensemble créé avec nos aînés le syndicat. Et avec bien d'autres associations, comme vous le savez, et la RADO, la Rencontre africaine des droits de l'homme, dont nous étions le secrétaire chargé des questions juridiques, bon, j'en passe. Il y en avait beaucoup de ces associations. Mais la question, parce qu'au Burkina ici, dès que quelqu'un crée une association, souvent dans les provinces, tout de suite on le soupçonne d'être dans un calcul politique. Parce que très souvent, soit c'est récupéré ou la personne qui crée le fait dans un calcul politique de reconversion. J'arrive à... C'est pour pouvoir s'installer et puis... C'était le premier volet de la réponse. Je disais que j'allais répondre en deux volets pour vous dire que la création d'une association sur le terrain au Sanguier n'est pas tombée du ciel parce que nous étions déjà dans la logique associative et syndicale depuis que nous étions élèves et étudiants. Donc le deuxième volet, c'est que justement quand vous entreprenez quelque chose de bien sur le terrain, déjà les gens pensent à la politique. Voilà comment les choses se passent en réalité. Si vous remarquez, même les grands présidents et tous ceux que nous pouvons citer au Burkina à côté ici, des députés qui étaient présidents ou membres d'associations, qui étaient plusieurs fois élus députés à l'Assemblée nationale. Voilà comment les choses se passent, M. Ouedraogo. Lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous êtes dans l'action, les populations apprécient votre capacité à pouvoir faire quelque chose pour améliorer leur quotidien. Ça, c'est le premier aspect positif que vous avez. Le deuxième élément que vous aurez, c'est que ces mêmes populations
vont commencer à se poser les questions. Est-ce que votre dévouement pour leur cause, déjà, lorsque vous n'êtes pas à un niveau donné, est-ce qu'il ne pourrait pas être plus intéressant que vous avancez à un niveau, comme je le dis, où se prendre les décisions pour pouvoir améliorer mieux les conditions de vie? C'est comme ça que les choses se passent sur le terrain. Donc quand vous faites votre preuve et que les populations pensent qu'à un niveau donné, et avec ce que vous faites déjà, vous pouvez améliorer leur quotidien, ce sont ces mêmes populations qui vont vous pousser à aller vers la politique. C'était votre cas? Ce n'est pas forcément mon cas. Le deuxième cas, c'est que vous-même, vous allez vous rendre compte que au lieu, chaque fois, vous savez, les limites d'une association, c'est quoi? C'est d'aller entre griffes quémander et venir dépenser. C'est la même chose qu'un syndicat, à part les cotisations de ses membres. Donc si vous voulez vous donner plus de manœuvres et plus de chances pour que des projets soient orientés vers province, vers vos populations, il faut que vous soyez capable d'être à un niveau donné. C'est ce qui amène l'engagement politique. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'en quittant l'engagement syndical et associatif pour aller à la conquête et l'exercice du pouvoir local ou du pouvoir d'État, vous n'avez pas changé de cap. Non, vous avez toujours la même direction, seulement vous avez peut-être raccourci le même marteau qui frappe, vous avez raccourci la manche. Parce que dans l'associatif, vous n'allez pas dans une province pour la brûler. Et la politique aussi, vous n'y allez pas effectivement pour brûler une province. Vous allez pour développer de toute façon. Pourquoi l'UNIR PS, Maître Bayala? Pourquoi l'UNIR PS? Ça pouvait aussi être un autre parti. Ça pouvait être le MPP. Ça pouvait être le MPP dont j'ai démissionné pour aller à l'UNIR PS à un moment donné. J'ai toujours dit que les organisations politiques sont comme les organisations associatives. On y adhère librement, on y ressort librement. Pour un certain nombre de considérations sur lesquelles je ne vais pas revenir. Pourquoi nos camarades et nous avons décidé à son temps de quitter le MPP. Les gens ont peut-être très vite lié ça à des questions de positionnement sur des listes électorales. Nous les rappelons que nous avons quitté depuis le mois d'avril 2020. Il n'était pas encore question. Les listes électorales sont intervenues beaucoup plus tard, en octobre. Peut-être qu'en ce moment, vous entrevoyez déjà que vous n'alliez pas pouvoir assouvir vos ambitions politiques. Peut-être subtilement, on peut peut-être tomber dans le débat que je vais éviter. C'est que déjà en 2018, nous avons fait une assemblée générale avec nos camarades à Rio pour dire que dénoncer un certain nombre de griefs qui pour nous n'avaient rien à voir avec des listes électorales et que c'était dans une question de fonctionnement même du parti, pas de façon générale, mais au niveau local, au niveau provincial, que nous avons dénoncé. Nous étions en juillet 2018. Ça a été diffusé dans toute la presse et tout ça. Donc nous n'étions pas forcément dans cette logique de positionnement pour le moment. Pourquoi l'UNIR PS? Nous nous sommes dit, vous savez très bien, moi, mon parcours que je viens de vous expliquer, c'est vrai que les idéologies ne marche plus parce que les Burkinabés ont des problèmes auxquels il faut apporter des solutions. Les idéologies importent peu, mais vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir. Si vous en avez, ça peut permettre d'avoir une ligne directrice. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi de militer à l'UNIPS qui a une doctrine centraliste et qui est un parti de gauche. Au lieu d'aller en crier, nous en avons 200 partis. Pourquoi en crier encore alors qu'on peut faire le choix des partis qui existent déjà? Un engagement politique, donc je l'ai dit récent, 2020, vous êtes élu député pour le compte de l'UNIR PS, bien sûr dans le Sanguier. La politique, une arène où tous les coups presque sont permis. Vous l'avez dit, l'associatif ou le syndical vers la politique, c'est pratiquement le même combat, mais ce n'est pas la même arène. On l'a vu déjà, vous étiez au MPP, au départ, vous avez dû démissionner pour aller à l'UNIR PS. Est-ce que vous avez aujourd'hui déjà conscience de cela? Est-ce que vous avez reçu des coups? C'est comme si vous me demandez si sur l'arène de boxe, un boxeur a reçu un coup. La réponse va de soi-même. Autant vous allez en donner, autant vous allez recevoir. Et même si vous n'en donnez pas, vous allez recevoir. Parce qu'il s'agit effectivement d'un combat. Et le terme que vous avez utilisé est assez illustratif. L'arène. Dans l'arène politique, il faut vous attendre à recevoir des coups. Je ne dirais pas que nous en avons reçu. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que ces coups ne nous ont pas empêchés d'atteindre nos objectifs. Donc pour nous, ces coups n'ont pas été significatifs. Donc il ne faut pas s'y attarder. Maître, vous allez dire que j'insiste trop sur cette question, mais aujourd'hui, vous êtes à côté du MPP, le mouvement MPP pour le progrès, dans la mouvance présidentielle. Est-ce que, je ne sais pas, parce que vous reprochez des choses quand même au MPP pour aller à l'UNIR PS, comment on se sent aujourd'hui dans cette position-là?
J'avoue que je me sens très bien avec l'ensemble de mes camarades, parce que nous sommes logiques avec nous-mêmes. En 2015, nous avons battu campagne pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, pour son premier mandat, pour un programme qu'il a déroulé pour le bien-être du peuple burkinabé. En 2020, il demande le renouvellement de son bail. C'est tout à fait logique que nous l'avons soutenu pour qu'effectivement il puisse être élu au premier tour, afin de continuer les projets qu'il avait entamés depuis 2015. Donc sur ça, nous sommes logiques avec nous-mêmes. Maintenant, quand vous prenez la majorité, vous savez très bien la majorité est composée de beaucoup de partis. Près d'une centaine. Bon, je n'ai pas exactement le nombre. L'UNIPS fait partie de la majorité. Et l'UNIPS, depuis 2015, faisait partie de la majorité présidentielle. Donc nous, en allant à l'UNIPS, nous savons à quoi nous nous attendons exactement. À savoir, soutenir la candidature de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré pour qu'il soit réélu, brillamment réélu, ce qui a été. Et effectivement, si nous sommes élus députés, c'est de siéger à la majorité. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avons aucun problème avec les MPP. Je vous ai dit que les greffes que nous avions soulevées à son temps, c'était des greffes qui étaient exclusivement liées à notre province. Donc nous n'avons aucun problème avec les MPP, avec lesquels nous siégeons vraiment en bonne intelligence à l'Assemblée nationale pour accompagner le programme de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré au bonheur des populations burkinabées. Maître Bayala, vous êtes jeune en politique, vous êtes jeune dans la vie, de façon générale, on peut le dire ainsi. Jusqu'où vont vos ambitions politiques? Mes ambitions politiques sont entre les mains de Dieu, d'abord. Parce que tout ce que nous réalisons, c'est ce que Dieu a prévu. Moi, je suis dans cette logique. Et je ne crois pas au hasard. Je crois au destin, mais je ne crois pas au hasard. Et je sais que Dieu a prévu un plan pour tout un chacun de nous. Et je voudrais que si le plan qu'il a prévu pour moi, si c'est d'être président du Faso, mais je l'assumerai. Très bien, on aura bien compris, Maître Bayala. Mais est-ce que tout cela, aujourd'hui, ne remet pas un peu en cause votre profession d'avocat? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale, dans la commission des lois, ce qui vous prend beaucoup de temps. Est-ce que la première passion aujourd'hui est abandonnée? J'avoue que ce matin, même avant de venir sur ce plateau, j'étais au palais plaider mes dossiers. C'est-à-dire tout le temps libre que j'ai au niveau de l'Assemblée, je le consacre à ma profession que j'aime tant et que je n'entends pas abandonner pour quoi que ce soit. Et moi, je l'ai toujours dit que nous devrons faire la politique autrement. Le politicien aujourd'hui doit pouvoir être capable d'avoir un métier qui lui permet de se prendre en charge d'abord. Ce qui nous empêche d'être dans des compromissions. Ça veut dire qu'il faut éviter d'être le politicien aux intestins fragiles. Là, vous n'avez plus d'opinion et tout ce qu'on vous donne, vous êtes obligé de prendre. Aujourd'hui, nous, jeunes, nous devrons faire la politique. Nous devons être capables de gérer des entreprises avec. Nous devons être capables d'exercer nos métiers avec. Et c'est ce que moi j'appelle sortir de son confort. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes ne s'aventurent pas sur le terrain politique? Parce que tout simplement, ils font les raisonnements très simples. Je suis avocat, ou je suis journaliste, ou je suis chef d'entreprise. Je gagne bien ma vie. Voilà, à la fin du mois, je m'occupe bien de ma femme et de mes enfants. Je suis à l'abri du besoin. À quoi bon aller sur cette arène et aller souffrir pratiquement? Pourquoi? Aller chercher des problèmes. Aller chercher des problèmes entre griffes. Donc, c'est ça que moi j'appelle sortir de son confort. Nous, jeunes, aujourd'hui, nous refusons de sortir de notre confort. Comme vous l'avez dit, en tant qu'avocat, si vous prenez n'importe quel avocat du Burkina, s'il exerce, il s'en sort mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut aller chercher sur le terrain politique? Mais aujourd'hui, les avocats qui sont élus à l'Assemblée nationale du Burkina, si vous allez à l'Assemblée, vous allez constater qu'effectivement, la qualité des débats s'est améliorée. Donc nous, jeunes, ce que je souhaite, c'est que nous sortons de notre confort et laisser les critiques. C'est bien de critiquer, mais il faut aller beaucoup plus à l'action. Oui, vous parlez de conviction. On vous a connu toujours avec votre franc-parler sur un certain nombre de dossiers et tout ça. Aujourd'hui, vous faites partie de la majorité présidentielle avec l'UNIR-PS, bien sûr. Vous accompagnez la mise en œuvre du programme du président Roch Kaboré. Quelle est la marge de liberté de parole qui vous reste, maître, aujourd'hui? Rien n'a changé, M. Ouedraogo. Je suis toujours le même maître Edasso Rodrigue Bayala, avec la même tête et les mêmes oreilles. Et soyez rassurés que chaque fois qu'il s'agira de dire la vérité sur un point donné, je le ferai.
Et vous faites sans consulter, par exemple, Maître Benewende Stanislas Sankara. Vous savez, le mandat du député n'est pas impératif. Dans la vie, je crois, si je ne me trompe, c'est Joseph Kizerbo, paix à son âme, qui disait, si je me trompe, qu'un intellectuel, c'est un homme de parole qui s'engage à dire la vérité. Donc moi, je veux être cet intellectuel-là. Chaque fois qu'il y a lieu de dire la vérité, il faut le dire. Et vous savez très bien, si vous êtes au pouvoir, faites très attention à ceux qui chantent tout le temps vos louanges. Ce sont les plus dangereux. Il faut quelquefois écouter ceux qu'on pense ne pas pouvoir, entre griffes, apprivoiser, parce que quelquefois, ce sont les plus lumineux. Donc je pense que dire la vérité ne voudrait pas aussi... parce que chaque formation politique a une discipline interne. Le parti qui est de l'UNIR-PS, le parti auquel j'appartiens maintenant, a aussi un débat interne. Donc je pense que dans le cadre du débat interne, il y a un certain nombre de préoccupations, si elles sont justes, peuvent être portées là-bas, débattues, mais cela ne voudrait pas dire qu'une fois que la décision est adoptée à l'interne, et que c'est la marche à suivre, et que c'est la position à suivre, si vous n'avez pas pu faire passer votre opinion à l'intérieur, il ne vous appartient pas, au nom de la discipline du parti, de sortir désavouer la décision qui a été prise. Si vous avez été battu à l'interne, ça veut dire que vous n'avez pas la bonne position. Et même si vous avez la bonne position, à partir du moment où c'est les règles de fonctionnement de l'organisation qui ont été appliquées, vous devrez les accepter. En conséquence, si vous ne les acceptez pas, il vous reste une seule chose, c'est des partis. Donc ça veut dire que Maître, demain, s'il se retrouve confronté à une situation comme ça, n'hésitera pas à reprendre son indépendance. Les partis politiques sont comme des associations, on y va librement, on y en ressort librement. Et cette liberté, tout militant du parti doit pouvoir la garder comme sacrée. Maître, question d'actualité. Cette semaine, première conférence de presse du CEFOP, le chef de file de l'opposition, sur les 100 premiers jours du second mandat du président, Edi Kombouego dépeint un tableau sombre au point où il se demande s'il y a un État aujourd'hui. Réaction? Mon grand frère Edi est dans son rôle. Vous savez que la majorité gouverne, l'opposition s'oppose et critique. C'est des critiques tout à fait légitimes, vous savez. Mais quand il s'interroge sur l'existence même de l'État aujourd'hui, est-ce qu'il n'y va pas un peu fort, selon vous, par exemple? Bon, moi je pense que les mots sont choisis par lui et il a exposé les raisons pour lesquelles il s'interroge tant au regard de la situation sécuritaire que nous vivons. Il a donné ses motifs en tant qu'opposant. Il estime que c'est un échec personnel du président, cette situation sécuritaire qui se dégrade. Vous savez, lorsque vous êtes au pouvoir, c'est même pas au pouvoir, lorsque vous dirigez même la plus petite organisation, vous devez être capable d'écouter tout le monde. Et c'est à vous de trier dans tout ce que vous entendez, ce qui est bon, les critiques qui vous permettent d'avancer. Quand l'opposition dit ça, c'est pour interpeller le chef de l'État. Je ne dirais pas forcément que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais l'opposition dans un jeu démocratique, c'est son rôle. C'est d'être le contre-pouvoir. Ce qui ne va pas, de dire que ça ne va pas, si le gouvernement peut améliorer, améliore. C'est son rôle constitutionnel et c'est pourquoi le chef de file de l'opposition a été institutionnalisé au Burkina ici pour effectivement jouer ce rôle démocratique. C'est tout à fait logique que l'opposition ne soit pas satisfaite de la gouvernance parce que vous savez, c'est comme pour le moment, ils avaient leur programme qu'ils ont présenté au Burkinabé qui n'est pas passé. Donc, c'est le programme de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui a reçu l'adhésion des Burkinabés dès le premier tour. Mais quel est votre avis personnel sur ces 100 premiers jours? Mon avis personnel, c'était... Vous savez, je peux dire de façon globale, c'est une très grande satisfaction. Maintenant, il faut rentrer de façon sectorielle et il peut y avoir quand même quelque chose à dire. Justement, sur la question de la sécurité, on va en parler. Ça, c'est un volet sectoriel. Recrudescence des attaques ces derniers jours au Burkina Faso, à l'Est, mais aussi au Sahel, des attaques qui visent essentiellement donc, des populations civiles, avec près de 20 000 déplacés supplémentaires ces derniers jours et puis des dizaines de victimes. Déjà, comment vous réagissez à cela, à cette recrudescence subite des attaques? Je voudrais permettez-moi d'abord de féliciter et encourager
nos FDS qui sont au front, qui se battent chaque jour pour que notre pays existe, qui défendent l'intégrité territoriale et qui défendent la sécurité des biens des personnes. Et permettez-moi également aussi d'adresser mes voeux de prompt rétablissement à ceux qui sont blessés et de souhaiter un repos éternel à ceux qui sont malheureusement tombés sur le champ de bataille et de manifester ma solidarité à l'égard des déplacés. Vous savez, aujourd'hui, notre pays, en tout cas ce que la presse relaie, nous sommes à près d'1,2 million de déplacés. Pour une population estimée à environ 15 millions à l'intérieur. Donc ça veut dire que nous avons à peu près 20 millions. Bon, c'est les dernières statistiques. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons à peu près 1/10 de notre population qui est peut-être dans la souffrance. Dans la souffrance. Mais la recrudescence, votre lecture... La semaine dernière, nous avons eu près de 8000 déplacés au nord et à l'est. Nous avons des autorités qui sont enlevées, des maires qui sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Donc la situation n'est pas aussi reluisante. Ça, c'est un constat. Mais ça s'était calmé entre-temps et puis subitement, en quelques jours, on voit que voilà, il y a un regain d'activité donc de ces mouvements terroristes-là. Vous savez très bien que ces mouvements terroristes ont des plans d'action. Généralement, quand c'est calme, les spécialistes vous diront qu'ils ont été certainement démobilisés, il faut se réorganiser, il faut réoccuper d'autres localités, parce que l'action que nous voyons, c'est le terminus du processus. Quand les terroristes commencent à agir, ça veut dire qu'il s'est déjà installé, il a son réseau, qui lui donne l'information et qui lui donne la connaissance du terrain avant de commencer à agir. Donc cette accalmie peut être due effectivement à, je ne dirais pas, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je pense que c'est cela qui a fait que nous assistons ces derniers à une recrudescence. On a vu justement des dizaines et des dizaines de terroristes à moto, notamment dans le Lorum. Les images, les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, qui s'approchent des populations, qui tentent en tout cas de se réconcilier ou en tout cas de les rallier. Je pense que c'est plus juste ainsi à leur cause. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas? C'est vraiment inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Le terroriste, comme je le dis, il a un plan. Premièrement, il s'installe, il s'infiltre, il agit et il cherche à avoir l'adhésion des populations. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous demandez aux spécialistes de la sécurité, c'est la population elle-même qui peut être son propre agent de sécurité et les agents de la sécurité viennent appuyer. Donc s'ils arrivent à avoir l'adhésion des populations, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nos FDS ne pourront plus avoir l'information pour pouvoir, le renseignement nécessaire. Il faut vite réagir. Nous ne pourrons pas avoir l'information nécessaire, le renseignement nécessaire pour agir. Au contraire, ces populations vont devenir des complices des terroristes parce que c'est elles qui vont filer les informations aux terroristes. Donc il y a effectivement urgence à ce que cette situation soit prise à bras le corps et que ces situations soient normalisées. L'autre situation qu'il faut voir, c'est qu'ils peuvent faire ça comme étant un appât pour attirer nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils tombent dans les pièges. Vous savez que dans cette guerre asymétrique-là, il n'y a pas de règles. Donc ça peut être des choses qui ont été diffusées à volonté pour que, bon, quand ils font ça, nos militaires vont se dire, oui, il faut aller vite, il faut se déployer sur le terrain. Et pendant ce temps, ils ont eu la possibilité de miner tout le terrain et nous allons effectivement aller tomber dans les pièges. Donc moi, je pense que ces vidéos ont été diffusées à dessein et il faudrait que nous fassions très, très attention dans leur analyse. Est-ce que vous avez confiance en nos forces de défense et de sécurité pour récupérer, disons, ces zones? Nous avons confiance en nos forces de défense et de sécurité au regard de ce qu'ils ont déjà fait sur le terrain. Vous savez que depuis 2015, que nos forces de défense et de sécurité font face au terrorisme. C'est-à-dire, n'eût été leur bravoure et leur détermination sur le terrain, M. Ouedraogo, j'avoue que ce n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, quand vous sortez sur le terrain, vous sentez que nos hommes et nos femmes qui sont au front là et se battent pour que nous dormions à Ouagadougou. Maître Bayala, Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré en Côte d'Ivoire cette semaine, une visite officielle
bien sûr rendue au président ivoirien Alassane Ouattara, en marge de laquelle Zéphirine Diabré a rencontré également l'ancien président Blaise Compaoré. D'abord, est-ce que pour vous aujourd'hui, est-ce que vous estimez que c'était une étape indispensable dans le processus de réconciliation? Indispensable, je ne sais pas de quoi dont il s'agit puisque je ne connais pas le contenu. Monsieur Mais déjà sur la forme. Le ministre d'État Diabré a bien dit qu'il a une feuille de route qu'il déroule lorsqu'il a été nommé ministre chargé de la réconciliation. Tant que vous n'avez pas cette feuille de route, j'avoue qu'il est très précipité d'analyser des actions isolées qu'il mène. Ce que le Burkinabé attend, c'est les résultats. Les processus et les moyens d'action par lesquels il va aboutir, ça est dans sa feuille de route. Donc ce que nous attendons, c'est les résultats. Et je crois qu'au Burkina Faso ici, nul ne dénie le fait que nous avons besoin de nous parler. Au regard de notre histoire récente, lointaine et même présente, tout Burkinabé sans la nécessité qu'on se parle. Parce que les gens pensent que... Est-ce qu'il faut que les exilés rentrent? Est-ce qu'il faut que l'ancien président ainsi que tous les autres qui ont dû... Moi, je ne focalise pas la réconciliation sur des individus isolés. La réconciliation d'être un ensemble. Parce que la question des exilés, lorsque vous la posez, c'est comme si la réconciliation devait être purement politique. Non. La dimension de la réconciliation peut être sociale. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes sur le foncier. Nous avons des problèmes de chefferie traditionnelle. Nous avons bien d'autres problèmes qui peuvent rentrer dans le cadre de la réconciliation nationale. Ce que le Burkinabé, ce qui fait peur au Burkinabé, c'est ce que nous avons vu de par le passé. Où on s'entend pour que la vérité sur un certain nombre de faits n'éclate pas, pour que la justice ne soit pas, et on fait un griffe de la réconciliation de façade, comme nous l'avons connu par le passé. Je crois que cette crainte des Burkinabés est légitime. Sinon, le schéma classique, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la réconciliation. Donc, personne n'est contre ça. Pas question d'escamoter la justice. Non. Vous savez, aujourd'hui, c'est qu'on a indemnisé un certain 30 Mais mars. est-ce que ce n'est pas cette justice qui fait peur, justement? La justice du pays, la justice de votre pays ne doit pas vous faire peur si vous n'avez rien fait. C'est la justice mais qui protège. La justice qui est gardienne des droits et des libertés collectives. C'est celui qui vous protège et vous dites que vous avez peur. Alors, c'est comme on l'a dit, la crainte de la loi, c'est le début de la sagesse citoyenne. Si vous commencez à craindre la loi, là, vous êtes un véritable citoyen. Mais si vous avez quelque chose à vous reprocher, il n'y a pas de souci. Vous passez d'abord à la justice et ensuite, si vous voulez vous réconcilier, il n'y a pas de problème. Nous sommes des professionnels de droit. Il arrive même que des décisions de justice soient rendues et que des personnes s'entendent pour ne pas les mettre en exécution. Là, aussi bien la partie civile que celui, et du moins la partie civile que le prévenu, s'entendent, le désormais condamné, puisse s'entendre pour une exécution amiable de la décision. Ça arrive. Mais ce que le Burkinabé demande, c'est qu'effectivement, on ne fasse pas sous couvert de cette réconciliation, parce qu'il y a des dossiers quand même qui appartiennent au peuple. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Le dossier Thomas Sankara, c'est un leader. Au-delà du leader burkinabé, c'est un leader africain et mondial. Aujourd'hui, le peuple burkinabé et africain a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à sa mort. Je crois que personne ne veut se venger de personne. Ce que nous demandons en tant que Burkinabé, c'est d'abord la vérité. Si on peut la faire à la Sierra Leone, où on fait une sorte de procès, où chacun vient publiquement dire ce qu'il a fait, avec qui il a fait, et comment il l'a fait, et pourquoi il l'a fait, je pense que ça aussi, ça peut apaiser les cœurs. Mais si la réconciliation doit consister à recenser des personnes et leur verser des indemnisations financières et on ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé, vous allez vous retrouver dans le même travail. Parce que vous avez des gens qui ont été indemnisés. Avec la journée du pardon. Avec la journée du pardon, ils ont pris l'argent, ils sont revenus encore, ils ont saisi le H-Kroun, ils sont toujours là pour dire qu'ils n'ont pas compris comment ça s'est passé. Parce que tu as perdu un proche, on ne te dit pas pourquoi, on t'appelle, on te donne de l'argent, qui l'a tué, pourquoi, et où est-ce qu'il a été enterré. Ça ne peut pas apaiser ta douleur. Maître Bayala, cette semaine est marquée également par les manifestations des scolaires. C'est devenu pratiquement quotidien. Cette course-poursuite entre forces de l'ordre et élèves dans la ville de Ouagadougou, tout est parti bien sûr de la contestation des réformes des examens. Quelle est la lecture que vous avez de cette situation? J'avoue que personnellement, j'ai cherché à comprendre quels sont les éléments de discorde entre
le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale et puis les organisations des scolaires. J'avoue que ce n'est pas très net. C'est pas très net, vous ne savez pas exactement, est-ce que c'est le second tour qu'on a supprimé qui fait le problème, ou bien il y a des réformes très très profondes qui chamboulent tout et qui constituent la pomme de discorde. Donc en l'absence de tous ces éléments d'appréciation, je pense que ce qui est très important, c'est que j'ai vu ces derniers jours dans la presse qu'il y a, oui, même à la sortie d'un conseil des ministres, qu'il y a des assises nationales sur l'éducation. Il y a des assises qui arrivent. Qui vont être organisées. Parce qu'il le faut, M. Ouedraogo. À l'université, vous ne savez même plus à quelle année vous êtes. Les étudiants font pratiquement 2 ans dans la même année. On ne sait pas quand une année commence et quand elle se termine. Et je suppose que ces assises-là pourront atteindre aussi le niveau supérieur. Il faut qu'on repense notre éducation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les élèves sont instrumentalisés? J'avoue que parce que ceux qui réclament, ils sont contre la suspension des sujets au choix, ils sont contre, ils estiment que le rattachement du bac au MENA, désormais il va falloir accéder à l'université sur concours, ça sera sélectif, l'enfant du pauvre n'aura plus droit à l'université. Le gouvernement, en tout cas, a voulu montrer patte blanche dans cette affaire en expliquant les choses, mais malgré tout, on a l'impression que ça ne suffit pas. Moi, je pense que aller très vite à l'instrumentalisation, c'est ce qui a été, c'est ce qui empêche de trouver des solutions aux problèmes. Voilà. Si les élèves manifestent, ça veut dire qu'ils ont forcément quelque chose à dire. Soit c'est fondé, soit ce n'est pas fondé. Et je crois que dans tous les cas, si à quoi nous avons toujours assisté dans ce pays, c'est que tout va finir autour d'une table de négociation. Donc autant y aller vite, pour ne pas perdre du temps. Mais le ministre estime qu'on ne va pas discuter de comment administrer les épreuves avec les élèves. Non, je pense que je ne parle pas pour les élèves. Je crois que l'éducation a un certain nombre d'acteurs. Vous avez l'autorité gouvernementale, vous avez l'association des parents d'élèves et vous avez enfin les élèves à côté. Donc, même si on ne discute pas avec les élèves, je pense que le ministre a des très bons interlocuteurs devant lui qui sont l'association des parents d'élèves avec qui on peut discuter. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite du calendrier scolaire? Je n'ai pas les éléments d'appréciation pour me prononcer, mais je souhaite que tout rentre dans l'ordre les jours à venir. Sinon, nous sommes à l'approche des examens. Si ça doit continuer, ça peut effectivement avoir des répercussions sur l'organisation des examens. Maître Bayala, il y a eu cette décision du gouvernement sur la crise à Pazani, un litige foncier qui opposait donc un particulier à une communauté, parce que le particulier en question, M. Ouedraogo, était le propriétaire légal d'un terrain sur lequel avait été érigée donc une mosquée, mais également une école coranique, si je ne m'abuse. Le gouvernement qui intervient, parce que l'huissier de justice était allé faire démolir ces infrastructures. Le gouvernement donc qui a pris cette décision cette semaine et qui a tranché, qui retire donc le terrain, qui le remet à la Fédération des associations islamiques du Burkina et qui réattribue un autre terrain en compensation donc au propriétaire légal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même en présence d'une décision de justice, il n'est pas exclu que les parties s'entendent de ces modalités d'exécution. Il n'est pas exclu. C'est de leurs droits. C'est de leurs droits qui peuvent céder à toute personne et à tout moment. C'est les droits qui leur sont personnels. Donc, sur cette question, je me dis que certainement le gouvernement a pu rentrer en contact et en négociation avec les deux parties. Et c'est à l'issue, et bien évidemment, de ces discussions que ces décisions ont été prises. Voilà. Beaucoup s'inquiètent. Ils disent que c'est un précédent qui peut être fâcheux parce que tout simplement c'est une décision de justice qui avait abouti donc à la démolition. Aujourd'hui, l'État semble avoir en tout cas remis en cause cette décision de justice, ou en tout cas passer outre cette décision. Est-ce que ça, quand même, ça ne peut pas nourrir aussi des inquiétudes? Non, ce que je viens de dire tout à l'heure, je le répète, si effectivement il n'y a pas eu de discussion en amont pour qu'on puisse aboutir à cette décision, même le retrait prononcé par le gouvernement peut être attaquable devant la même justice. Donc, c'est vous dire que nous ne sommes pas encore sortis dans le carcan judiciaire, sauf si les parties ont accepté de renoncer volontairement à leurs droits. Ça, c'est leur décision.
Vous pouvez avoir une décision de justice qui condamne quelqu'un à vous payer 10 millions. Mais vous pouvez l'appeler et dire, j'ai une décision, mais je renonce, ça ne m'intéresse pas, je jette ça chez moi au bureau. Voilà, comment vous pouvez saisir un huissier pour dire, vas-y, j'ai besoin que vous exécutez ça, même par la force. Donc, pour dire que ce dossier-là, il va falloir avoir beaucoup d'éléments dessus pour se prononcer vraiment de façon éclairée. Maître, ça va être le mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, Monsieur, un rappel, l'invité ce soir est Maître Edasso Rodrigue Bayala, avocat et député à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.